Bien, bonjour à tous, merci d'être venus nombreux ce soir pour le deuxième événement que nous co-organisons Agency Group et Harris Interactive. Donc, je me présente, Julien Pontier, je suis le directeur général adjoint de Agency Group, et donc j'aurai le plaisir d'animer cette soirée qui est la deuxième après une première il y a 2 semaines maintenant sur le thème des candidats face à la défiance des Français. Et aujourd'hui, on sera sur un thème, et on pourra faire le pont d'ailleurs entre les deux rendez-vous assez facilement. Ce sera le thème du pouvoir d'achat, puisqu'on l'a vu il y a 2 semaines, sur cette thématique, la défiance des Français est grande, notamment à l'égard de l'État. Alors, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir par Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Harris Interactive, et de Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM, qui est notre partenaire pour cette soirée. Alors, donc, une thématique, le pouvoir d'achat, qui est, toutes les études d'opinion le montrent, la thématique numéro 1, le sujet de préoccupation des Français du moment. Et pour cause, si la guerre en Ukraine est omniprésente dans les esprits, le moment de sidération, même si on a du mal à s'accoutumer aux images qu'on voit tous les soirs au journal de 20h, mais le moment de sidération est passé et on est plus dans les conséquences de la guerre. Et les conséquences de la guerre, chacun le voit, ça va être sur le pouvoir d'achat. Donc tout se passe en fait comme si le contexte international venait amplifier l'inquiétude des Français en la matière, une inquiétude d'ailleurs qui ne date pas de l'invasion russe en Ukraine. Nous avions testé cette thématique du pouvoir d'achat dans le cadre de notre baromètre sur la confiance des Français dans les institutions, et cette thématique du pouvoir d'achat avait été testée, je crois, en octobre dernier. Et on avait vu le niveau et l'intensité de préoccupation, donc on était en octobre, avec une netteté inégalée parmi toutes les vagues, les 14 vagues qui se sont succédées, et surtout sans distinction d'appartenance sociale et même de proximité partisane. C'est ce qui frappait et qui pouvait être contre-intuitif, en tout cas à l'époque ça m'avait frappé. Alors, il est vrai que depuis le début de la campagne, on était déjà dans un contexte mondial de très forte inflation, inflation liée à la reprise post-Covid, et donc avec des difficultés d'approvisionnement, des pénuries de matières premières en particulier, et ce qui fait que même avant l'invasion, les chiffres de l'INSEE, je crois, en février dernier, pour l'inflation en France, s'élevaient à 3,6%, et il est probable qu'on tangente les 4% dans les prochains mois. On a vu depuis un mois que le prix des matières premières flambait, d'abord dans l'agroalimentaire à des niveaux inégalés, dans le domaine de l'énergie évidemment, le gaz a atteint un plus haut niveau historique, le pétrole en approche, avec évidemment des conséquences sur le prix du carburant à la pompe, puisqu'on est allé au-dessus de la barre des 2 € symboliques, même si on est descendu ces derniers jours. On est dans une situation où on a un gouvernement qui a parlé de choc énergétique comparable à celui de 1973, mais avec une différence notable, c'est qu'à l'époque, dans les années 70, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Donc on voit bien l'acuité de cette question du pouvoir d'achat dans le cadre de la campagne, et des incertitudes surtout qui se profilent pour l'avenir, et donc pour les électeurs qui vont devoir s'exprimer maintenant dans quelques jours. Avec un impact sur les mobilités, sur le prix de l'alimentation, sur le chauffage, mais plus largement sur la capacité de bien vivre au quotidien. Alors, en période électorale, évidemment, un sujet d'une telle intensité est forcément lourd de conséquences sur le vote. C'est la question que nous examinerons ce soir.
Mais peut-être avant, Jean-Daniel, je pense qu'il sera intéressant d'objectiver ce niveau d'intensité et de préoccupation des Français pour la question du pouvoir d'achat. Je crois que vous vous êtes livré à cet exercice d'objectiver voilà, cette préoccupation qui est très grande. La parole est à toi. Merci Julien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aussi à cette Hélène d'être à côté de nous aujourd'hui, parce qu'en fait tout ce qu'on va vous présenter, ou 90% de ce qu'on va vous présenter, est le fruit d'études que nous avons été amenés à réaliser ensemble, notamment dans le cadre des différents Zooms. L'idée étant, dans une période effectivement inégalée, d'arriver à comprendre ce que peut être la situation aujourd'hui, et puis éventuellement essayer de comprendre ce qui pourrait se passer au cours des semaines ou des mois à venir. Tu as parlé de la dimension d'objectivation. On va chercher à le faire, et on va déjà chercher à le faire de manière un peu différente du recours aux enquêtes d'opinion telles qu'on peut les avoir habituellement. On est habitué, en lisant la presse, à avoir des pourcentages qui donnent des indications en termes de niveau. On va en avoir presque plus que nécessaire, et vous pourrez avoir d'ailleurs la présentation qui vous sera envoyée par la suite, mais on pose toutes les semaines une question complètement ouverte à 1000 Français pour leur demander spontanément quels sont les points qui vous ont marqué dans l'actualité au cours de cette période récente. Alors tu as un tout petit peu laissé entrevoir ce que pourrait être le résultat et la manière dont les 1000 Français pourraient être amenés à répondre. Parler évidemment aujourd'hui de l'actualité, c'est parler de la guerre en Ukraine, vous savez aussi bien le dire que moi, et avec des dérivés qui peuvent être le rapport à l'égard de la Russie, une constante qui est la thématique de la Covid, dont on voit qu'elle n'est pas complètement absente, et puis également, en petite trame de fond, une dimension qui s'appelle élection présidentielle, mais dont on voit bien qu'elle ne vient pas écraser l'ensemble des représentations. Alors, si on effectue un zoom sur la thématique du pouvoir d'achat, ce qu'on trouvait extrêmement intéressant, c'est qu'on nous parle du pouvoir d'achat sans nous en parler. Et ce sont des vocables, lorsqu'on regarde précisément les termes qui y renvoient, qui ne vont pas forcément parler d'une dimension qui va être une dimension structurante, mais beaucoup plus des conséquences telles que cela peut être au quotidien pour les individus. C'est le rapport à la hausse du prix de l'essence, à la question des prix d'un point de vue général, à l'augmentation du prix du carburant, à une dimension également énergétique. Et dans ce contexte-là, qui montre bien, comme on a pu le voir dans toute période de crise, et je crois que c'est extrêmement intéressant même en matière de communication, en matière de prise de parole de la part de ceux qui sont en relation avec des citoyens, avec des consommateurs, avec des clients, de se dire qu'on ne va pas toujours nous parler de pouvoir d'achat, mais beaucoup plus des dimensions de conséquences. Ça a systématiquement été le cas que lorsqu'il y a des situations qui sont de crise, lorsqu'il y a des dimensions qui sont des dimensions structurantes, on va beaucoup plus nous parler en tant qu'individu avec nos propres mots que peut être la thématique des conséquences. Si on cherche à regarder la manière dont les individus ont pu être amenés à évoluer au cours du temps, depuis septembre dernier, sur justement la thématique pouvoir d'achat, la relation au prix, le gaz, l'énergie, ou encore essence et carburant, vous pouvez voir que ce sont la thématique de l'essence et des carburants et la thématique des prix qui sont les plus sujets à fluctuation, justement dans les évocations de la part des individus. D'ailleurs, que ce soit aujourd'hui des personnes qui utilisent ou qui n'utilisent pas la voiture dans le cadre de leur déplacement quotidien. Mais ça constitue une ossature qui permet de structurer aujourd'hui de manière nette, notamment au regard de la fluctuation des prix, est-ce qu'on est aujourd'hui dans un moment qui est un moment où il y a clairement une évolution notable des prix, d'aspect qui a tendance à nous échapper à nous en tant qu'individus. Flavien y reviendra tout à l'heure, c'est notamment l'aspect dépenses contraintes et les points qui font que, quels que soient les efforts qu'on peut entreprendre, quelle que soit l'attitude que l'on peut avoir de manière générale, globalement, une situation qui marque globalement les représentations et qui est amenée à évoluer de manière relativement forte. Le deuxième aspect que l'on peut voir lorsqu'on cherche à hiérarchiser est que, d'une manière globale, lorsqu'on interroge les Français autour des sujets de préoccupation, il y a une situation internationale qui est préoccupante pour 93% de nos compatriotes.
la question de l'avenir de la planète, qui est une dimension structurante, qui n'évolue pas de manière très nette en fonction justement de l'actualité, et qui préoccupe 8 Français sur 10 que nous avons été amenés à interroger, l'avenir de l'économie française, et puis après, de manière très nette, la question du pouvoir d'achat. 82% des Français, lorsqu'on leur soumet avec nos mots ce thème-là, celui-ci est exprimé de la part de 82% des Français, et on a même 41% qui déclarent oui, ce sujet est un sujet qui constitue une très forte préoccupation à mon égard. Tu avais quelque peu défloré le sujet concernant le rapport à l'Ukraine. Tu l'as également défloré, on va le voir à travers différents aspects, pour voir que cette thématique du pouvoir d'achat, elle n'est pas si privée socialement que cela. Ça n'est pas l'affaire des catégories populaires à l'exclusion des autres catégories de population. Et si on regarde justement en fonction du niveau des individus, que l'on ait un niveau revenu modeste, moyen ou élevé, globalement, il s'agit d'un sujet de préoccupation qui traverse l'ensemble des populations. Évidemment, il y a une logique. Moins le niveau de revenu est élevé, plus la préhension de la thématique du pouvoir d'achat est forte, mais dans un même élan, on n'a pas d'un côté ceux qui sont à l'aise économiquement, qui vont dire cette thématique-là ne me concerne pas ou ne m'inquiète pas, et de l'autre côté, ceux qui seraient en difficulté, qui diraient oui, ça m'inquiète, parce que probablement qu'il ne s'agit pas uniquement d'une donnée à caractère individuel, qu'il y a également des aspects à caractère collectif, et que derrière ces aspects à caractère collectif, ça renvoie à la dimension de dynamisme économique, du dynamisme du pays, et également de solidarité qui peut exister au niveau national. On peut également faire un mix entre les deux, entre la crise que l'on connaît et les conséquences en matière de pouvoir d'achat. Est-ce qu'on a le sentiment que la guerre menée par la Russie en Ukraine aura des conséquences positives ou négatives sur notre pouvoir d'achat? Alors déjà, on peut louer les 4% de Français qui pensent que oui, ça aura des effets très positifs concernant leur propre pouvoir d'achat, soit qu'ils ont des investissements absolument juteux en Russie, donc ils pensent qu'on peut tirer un bénéfice assez immédiat, soit qu'ils sont indéfectiblement optimistes, mais on peut voir qu'ils sont quand même réduits à une portion qui est une portion congrue, et qu'il faut voir que nous avons aujourd'hui 85% des Français qui pensent que ça aura des conséquences négatives, et avec là près d'un Français sur deux qui dit oui, des conséquences qui seront très négatives. Ces conséquences, elles sont là pour le coup plus liées à des dimensions de localisation géographique, le fait d'habiter dans une commune rurale, et donc forcément être appelé plus que les autres à prendre sa voiture dans le cadre du quotidien qui joue assez fortement, et plus que la dimension générationnelle, celle qui a été mise en avant notamment de la part des équipes d'Aris Interactive, c'est le fait que c'est la dimension générationnelle qui joue, avec des catégories de population plus âgées qui vont avoir tendance à penser que les conséquences risquent d'être à leurs yeux négatives. C'est une dimension qui est une dimension extérieure. On s'interroge parfois sur la contribution que l'on pourra avoir de manière militante à cet effort de guerre qui viserait à lier l'attitude que l'on pourra avoir en tant qu'individu et les conséquences que cela pourrait avoir. Alors, lorsqu'on pose la question de l'acceptabilité, et c'est un thème qu'il faudra absolument suivre dans le temps, concernant le rapport au pouvoir d'achat, vous le voyez, 6 Français sur 10 disent qu'ils acceptent le risque que leur pouvoir d'achat diminue car les enjeux internationaux justifient les décisions économiques qui ont été prises. Donc ça veut dire qu'on n'est pas aujourd'hui dans un contexte où il y aurait de manière majoritaire dans le pays une sorte de jacquerie potentielle qui amènerait à dire vous avez pris des positions au niveau international qui certes peuvent être relativement louables, mais aujourd'hui on ne veut pas en payer les conséquences immédiatement et donc il faut que vous reveniez sur vos positions. C'est le type de données qui peut évoluer de manière extrêmement rapide. Je pense que c'est bien qu'on l'ait posé dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, mais qui sera probablement amené à pouvoir évoluer avec la cohérence, telle qu'on a pu le voir tout à l'heure, c'est-à-dire pas de lien extrêmement fort entre le niveau de revenu d'un côté et l'appréciation qu'on peut avoir des conséquences. On n'est pas d'un côté face à des personnes qui ont un niveau de revenu faible qui vont dire que ça leur pose un gros problème et qui n'acceptent pas ce risque-là, et qu'ils considèrent en fait que, entre guillemets, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Deuxième aspect, deuxième thématique, tu veux? Non, je crois que c'est Flavien qui va poursuivre, évidemment, sur la partie plus de regard au niveau international. Merci Jean-Daniel. On a vu effectivement qu'il y avait
un fort impact de la crise ukrainienne sur le niveau de préoccupation des Français sur cette question du pouvoir d'achat. Alors on va prendre peut-être maintenant un peu plus de recul et se détacher de l'actualité immédiate qui est celle de l'impact de la crise ukrainienne. Et je me tourne peut-être vers Flavien ou Jean-Daniel pour mieux connaître le rapport des Français avec l'argent et plus globalement avec le pouvoir d'achat, et puis peut-être voir s'il y a une spécificité française, une spécificité qui pourrait être un décalage entre le sentiment d'avoir un pouvoir d'achat en baisse, alors que la réalité statistique parfois est en décalage. On l'a vu, je crois, de mémoire, en septembre à la rentrée, le gouvernement a été confronté à cette difficulté, puisque les statistiques de l'INSEE prouvaient qu'il y avait une augmentation du pouvoir d'achat pour les ménages les plus modestes, mais toutes les études d'opinion montraient que, évidemment, ce discours avait très peu, le discours porté par le gouvernement avait très peu d'impact et ne portait pas dans l'opinion. Donc, la question qu'on va peut-être se poser maintenant, et en prenant peut-être plus de recul, c'est savoir quel est ce rapport des Français avec l'argent, avec le pouvoir d'achat, et s'il vient d'une spécificité française. Tu voulais parler de ça ou c'est bon Comme vous souhaitez. Ouais. Tu veux dire où sur ce que c'est pas bon. Un mot là-dessus, parce qu'en fait c'est une spécificité française, et ce qui est toujours intéressant, c'est que quand on reprend en fait les discours, les interrogations, les débats, et on a vu par exemple que Bruno Le Maire a fait le comparatif avec le choc pétrolier 1973, que c'est pas la première fois qu'on est confronté à une difficulté relative au pouvoir d'achat, et on a pu isoler différentes périodes qui courent de 1969 à 2022, où à chaque fois la thématique du pouvoir d'achat pouvait être présente dans les débats. Dans la période post-68, on se rappelle notamment avec des accords de Grenelle qui ont amené une augmentation nette, notamment du SMIC, comme on l'appelait à l'époque, en 1977, avec des slogans déjà qui à l'époque évoquaient 1, 2, 3, éteignons les lumières, et avec le célèbre Jiquel qui avait montré en direct en fait, les effets qu'on pouvait faire avec la télévision. En 89, avec le pouvoir d'achat des smicards qui était mis en avant. En 2004, avec la mise en place de l'euro, et on se rappelle d'ailleurs que ça avait été une des raisons pour lesquelles il y a eu ce vote non au traité constitutionnel européen en 2005, avec une augmentation déjà à l'époque des prix de première nécessité, notamment des fruits et des légumes. En 2008, avec à la période où il y avait déjà la présidence française de l'Union européenne, mais on va faire de lien de cause et effet entre la présidence française de l'Union européenne et les conséquences au niveau international, et le discours notamment de Toulon qui avait été porté par Nicolas Sarkozy à la suite de la chute de Lehman Brothers et des conséquences que cela pouvait avoir, et puis en 2022 de la part du président de la République. Donc avec à chaque fois, non pas une dimension d'un point de vue d'opinion qui amenait en France à se tourner vers les entreprises, mais avec un premier acteur qui était interpellé, qui était l'acteur, à savoir étatique, parce que représentant la puissance publique. Bien, merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je suis Flavien Novy, je dirige l'Observatoire CTM. Alors en 1969, l'Observatoire CTM n'existait pas encore. Mais quand même, on a un petit peu de recul, puisque l'Observatoire CTM va bientôt fêter ses 40 ans, et ça fait à peu près 40 ans, donc du coup qu'on essaye de décortiquer, de comprendre les grandes évolutions en matière de consommation des ménages en France, en Europe, consommation des ménages au sens large, en termes de mobilité également. Et évidemment, quand on parle de consommation, quand on essaie de comprendre pourquoi les ménages font ça ou pourquoi ils ne le font pas, quand on essaie de faire un peu de prospective, on s'intéresse forcément au pouvoir d'achat. Alors ce qui est drôle, et ça fait une transition qui est parfaite, c'est qu'on s'intéresse à l'Observatoire CTM au sujet du pouvoir d'achat des ménages, en fait, depuis 2008. En fait, la campagne de 2008, le travailler plus pour gagner plus, ça fait un peu le lien avec la présidentielle actuelle, mais c'est vrai que à chaque grand moment démocratique de notre pays, c'est un sujet qui revient au cœur de l'actualité, c'est tout à fait normal, et ça illustre à quel point c'est une préoccupation importante des ménages. Et à l'époque, quand on avait commencé à réfléchir à ce sujet, la problématique, et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que quand on regarde la réalité, la donnée statistique sur le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est calculé, c'est quelque chose de très précis. L'INSEE calcule l'évolution du pouvoir d'achat des ménages, et la réalité statistique vient très souvent en contradiction forte avec le ressenti négatif d'une grande partie de la population.
Et ce qu'on a essayé de comprendre, c'est pourquoi, au fond, on avait ce choc entre, d'un côté, une statistique économique qui est globalement plutôt positive, et c'est vrai sur ces 5 dernières années, on va laisser la période actuelle de côté, j'y reviendrai dans quelques instants, mais globalement, le pouvoir d'achat des ménages, en moyenne, a augmenté, faiblement, mais il a augmenté, et en face, vous avez un ressenti qui est très négatif. Comment l'expliquer? J'y viendrai tout à l'heure. Je pense qu'on a une partie de l'explication, effectivement, quand il faut rentrer dans le détail des dépenses des ménages. Avant cela, sur le slide que tu as déjà montré tout à l'heure, Jean-Daniel, mais j'y reviens rapidement, juste pour contextualiser, comment dire, le côté très anxiogène dans lequel les ménages français mais européens évoluent. Alors la première préoccupation, évidemment, sur ce terrain qui ressort sans surprise, c'est la situation internationale qui est arrivée avec provoquant une forme de sidération générale, mais regardez quand même en numéro 2, c'est une constante, l'avenir de la planète. C'est-à-dire que cette préoccupation sur l'avenir de la planète, qui conditionne aussi des arbitrages budgétaires des ménages, reste une préoccupation majeure malgré le contexte actuel. Et on se souvient qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, il y avait ce débat, fin du mois, augmentation des prix du carburant contre fin du monde, il faut sauver la planète, oui mais moi j'arrive pas à boucler la fin de mois. Et donc c'est un débat qu'on a en permanence, mais ça reste une préoccupation très importante. Et puis on voit tous les autres items qui sont quand même à des niveaux très élevés et qui nous rappellent que, on va dire, allez, depuis 5 ans, on enchaîne quand même les crises majeures, entre les Gilets jaunes, la crise sanitaire incroyable qu'on a vécue qui n'est pas terminée, et puis maintenant, cette crise internationale, tout ça fait que, évidemment, cela a des impacts importants sur la consommation des ménages et sur leurs arbitrages budgétaires, et notamment sur leur volonté d'épargner ou pas. Quand on se compare par rapport aux autres pays européens, là aussi, ce sont des questions qu'on pose chaque année dans une grande étude qu'on réalise donc avec Harris Interactive, et on commence à avoir beaucoup de recul sur ces données-là. Sur les items de morale des ménages ou de perception du pouvoir d'achat, la France fait toujours partie des, alors je ne vais pas dire des mauvais élèves, il ne faut pas le dire comme ça, mais en tout cas des pays qui sont les plus pessimistes ou qui ont une perception parmi les plus négatives. Si on regarde cette question que nous avons posée en fin d'année 2021, diriez-vous qu'au cours des 12 derniers mois, votre pouvoir d'achat a baissé, augmenté ou resté stable? Vous voyez qu'en moyenne européenne, on est à 34% d'Européens dans notre périmètre qui nous disent que leur pouvoir d'achat a baissé. En France, on est à 40%. Il y a quelques pays qui sont encore plus négatifs que nous, beaucoup des pays d'Europe centrale, comme la Roumanie, par exemple, la Hongrie à 46%, on pourrait citer la Bulgarie, on a le Portugal aussi qui est un petit peu au-dessus de nous avec 43%, mais globalement, les Français ont un ressenti sur leur pouvoir d'achat qui est négatif, et qui est souvent plus négatif que la moyenne européenne. Et la même chose, on constate le même résultat sur les notes de morale lorsque l'on fait cette enquête. Quand on regarde la question qu'on a posée, Jean-Daniel y est venu tout à l'heure, mais je l'ai mis en perspective, au cours des 12 derniers mois, est-ce que votre pouvoir d'achat a baissé? Donc ça c'est franco-français. La question, on vient de la poser, vous voyez que ça s'est nettement dégradé, puisqu'on a 48% des ménages maintenant qui nous disent qu'il a baissé. C'est-à-dire qu'en un laps de temps très court, en l'espace de 2 mois, alors que la question est la même, hein, on ne pose pas la question sur est-ce que votre pouvoir d'achat a baissé il y a 15 jours, c'est au cours des 12 derniers mois. Vous voyez que, évidemment, la crise que nous vivons accentue l'inquiétude, mais de façon très marquée, par rapport à l'évolution du pouvoir d'achat passé, mais également sur les conséquences à venir, puisque malheureusement, aujourd'hui on ne peut pas dire quand est-ce que cette crise se terminera, mais on sait une chose, c'est que les conséquences seront durables, notamment sur les prix de l'alimentaire, puisque c'est maintenant qu'il faut préparer les récoltes de l'année prochaine, donc il y a de grosses inquiétudes par rapport à ça. Donc cette montée générale des prix, en fait, elle est amorcée, elle risque d'être durable, et évidemment elle génère beaucoup d'inquiétudes. La réponse des ménages par rapport à ça, elle est multiple, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Juste un point également par rapport à l'évolution du pouvoir d'achat, mais ça a été dit tout à l'heure, c'est que on a assisté en 2021 à un retour de l'inflation. On avait oublié quasiment ce que c'était que l'inflation, puisque maintenant, depuis plusieurs années, on avait une inflation qui était entre, allez, on va dire, 1 et 1,5% par an. Donc une inflation maîtrisée. Et là, d'un seul coup, avec la reprise économique mondiale forte, les problèmes de logistique, de livraison de semi-conducteurs, il y a eu des pénuries, tout ça, ça a tiré les prix vers le haut, et d'un seul coup, on se retrouve avec une montée des prix qui, et là aussi c'est une spécificité qu'on n'avait pas connue depuis longtemps, ne concerne pas que les prix de l'énergie et les prix du pétrole. On a connu par le passé des hausses des prix du pétrole, mais qui étaient assez isolées, je veux dire, c'était pas une montée générale des prix. Et il y a un an, quand les prix ont commencé à augmenter, beaucoup pensaient que ce serait une poussée temporaire de l'inflation. Il n'y en avait pas beaucoup pour dire attention, ça peut être durable.
Et ça, c'était avant la crise en Ukraine. Cette crise en Ukraine ne fait qu'une chose, sur le plan, je parle de la hausse des prix, ça ne fait qu'aggraver la situation. Voilà. Et donc on est dans ce contexte-là, et vous le voyez, du coup on a vraiment beaucoup de ménages qui sont très inquiets par rapport à ça. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on prend un peu plus de recul, votre pouvoir d'achat, est-ce qu'il a augmenté, baissé ou resté stable sur les 5 dernières années, on est à 44% de ménages qui disent qu'il a baissé. Ce que contredit complètement la statistique économique. Je vous rappelle que là on est juste sur le périmètre France. Quand on regarde les chiffres, il y a une étude de l'OFCE qui vient d'être publiée, qui montre les choses très clairement, une étude qui remonte, qui faisait un peu le bilan du président Macron depuis 2017. Non, le pouvoir d'achat a augmenté. Et en face de cette donnée statistique, vous avez 44% des Français, donc pratiquement 1 sur 2, qui dit non, moi mon pouvoir d'achat il a baissé. Bon, très rapidement, là aussi, mais c'est un point qu'il faut toujours avoir en tête. Les crises aggravent les inégalités. Toujours. Et là, c'est particulièrement vrai, évidemment, quand on parle de pouvoir d'achat. L'impact de l'augmentation des prix ne sera pas perçu, vécu de la même manière en fonction des niveaux de revenus. Les déciles de revenus les plus élevés peuvent facilement, assez facilement, absorber la hausse des prix. Quelqu'un qui a des revenus élevés, payer 5 ou 10 euros de plus sur son plein de carburant, c'est pas quelque chose d'insurmontable, loin de là. Par contre, les revenus faibles, les premiers déciles de revenus sont fortement impactés, d'abord parce qu'ils ont des marges de manœuvre financières qui sont très faibles, et puis aussi parce que les dépenses contraintes dont je vais parler dans quelques instants, c'est-à-dire les dépenses de carburant, etc., pèsent très lourd dans leur budget. Et ces dépenses-là, alimentaires et mobilité, donc carburant, c'est là où on a une forte inflation. Donc c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que les dépenses qui pèsent le plus lourd dans leur budget quotidien augmentent, les prix augmentent fortement, et dans le même temps, ils ont des marges de manœuvre assez faibles pour amortir le choc. Donc il faut retenir ce point-là, c'est que la crise aggrave les inégalités et cette hausse des prix, l'impact sur le pouvoir d'achat ne sera pas perçu de la même façon par tous les Français. Un autre point, sur l'épargne, j'en dirai tout à l'heure un mot, mais je le dis maintenant parce que ça illustre aussi cette inégalité entre les différents niveaux de revenus. On sait qu'avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de ménages français qui ont mis de l'argent de côté de façon forcée, puisqu'on ne pouvait pas sortir de chez soi, donc il y a eu beaucoup d'épargne accumulée sur les comptes de dépôt, les livrets, les contrats d'assurance vie. On voit qu'aujourd'hui, les premiers déciles de revenus ont déjà, je vais mettre des guillemets, mais consommé toute leur épargne. Toute l'épargne qui avait été constituée a été utilisée en consommation. Et l'épargne qui reste, environ 170 milliards qui n'a pas été utilisée, ce surplus d'épargne, est concentré sur les hauts revenus. Voilà. Mais là aussi, on voit bien, et ça illustre bien cette inégalité en fonction des niveaux de revenus. Ce qui est durement ressenti, sans surprise, aujourd'hui, c'est la hausse des prix de l'énergie. D'ailleurs, pour s'adapter, ce que nous disent les ménages, c'est qu'il faut qu'ils fassent des économies là-dessus. C'est tout à fait cohérent, c'est rationnel, hein. C'est très rationnel. Qu'est-ce qui impacte le plus votre pouvoir d'achat? Les prix de l'énergie. Comment comptez-vous vous adapter? Je vais essayer de moins consommer d'énergie. Alors on parle beaucoup de baisser le chauffage, hein, c'est ce qu'on entend un peu dans le bruit médiatique, mais c'est aussi limiter sa facture de carburant. On voit par exemple que le covoiturage du quotidien, les réservations augmentent, alors qu'on sait que le covoiturage a plutôt très bien marché sur ces dernières années sur les trajets interurbains. Là, le covoiturage domicile-travail augmente fortement. La pratique du vélo aussi, on voit... Il y a des compteurs de flux qui montrent clairement qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leur vélo pour limiter la facture énergétique. Donc les ménages s'adaptent. C'est un élément qui est fondamental, c'est que face à ces crises, face à ces chocs, il y a une forte réactivité, une capacité d'adaptation des ménages français qui est très forte. La hausse des prix du quotidien qui arrive également à 88%, produits alimentaires qui sont évidemment des dépenses du quotidien. Et puis après, on chute nettement, 53% des gens nous disent la hausse de vos dépenses contraintes de type assurance, impôts, remboursement de crédit, etc., etc. On voit aussi une grosse fracture territoriale entre les Françaises et les Français qui habitent en zone rurale, périurbaine, et les Français des métropoles. On ne parle pas de la même chose. Hein. Il y a vraiment là aussi une grosse fracture, ne serait-ce que pour une raison, mais il y en a d'autres. C'est que la facture de carburant n'est évidemment pas la même. Hein. Le taux de ménages qui ont une voiture à Paris, c'est le niveau le plus faible de France. Par contre, en zone rurale ou périurbaine, la voiture, c'est pas un choix, c'est une obligation. Il n'y a pas d'alternative. Et quand bien même vous voulez réduire votre facture de carburant, il n'y a pas de bus qui passe à côté de chez vous quand vous habitez à la campagne. Donc évidemment, ce contexte-là n'est pas ressenti, bien sûr, en fonction des revenus de la même façon, mais aussi en fonction de son lieu d'habitation. Bon,
je vous disais tout à l'heure qu'on avait un problème sur ce que dit la statistique économique et le ressenti. Alors là, en ce moment, on peut penser raisonnablement, d'ailleurs ce sont les prévisions d'INSEE, que sur le premier semestre 2022, le pouvoir d'achat des ménages va baisser. Donc ça va marquer une rupture avec ce qu'on a connu au cours de ces 5 dernières années. Mais ça ne résout pas notre problème. Donc là, on va dire qu'il y a un ressenti négatif, mais qui correspond à une statistique négative. Mais ça ne répond pas à notre problématique de savoir pourquoi, quand le pouvoir d'achat augmente, on a quand même quasiment un Français sur 2 qui nous dit que son pouvoir d'achat baisse. Le premier élément qu'il faut avoir en tête pour essayer de comprendre pourquoi, c'est que d'un côté, on a une statistique qui est calculée de façon scientifique, sérieuse, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus, même si à un moment donné, il y a eu des débats en disant est-ce que l'INSEE prend bien en compte tel ou tel produit. Non, les chiffres sont clairs, bien calculés. Mais en face, les ménages, ils ne rentrent pas dans un calcul. Ils ne calculent pas les salaires ont augmenté de 0,3%, la baguette de pain de 1%, etc. C'est un ressenti. Donc comment ce ressenti est évalué par les ménages? Ben pour le comprendre, vous voyez, je vous ai mis avec les codes couleurs, on ne va pas prendre tous les chiffres dans le détail, c'est un peu fastidieux, mais les codes couleurs déjà suffisent bien à comprendre ce qui s'est passé au cours de ces 30 dernières années. Voilà, 92, j'ai vu 2019-2020, puis on fait aussi une perspective 2026. Ce qu'il faut regarder, d'ailleurs c'est pas 2019, c'est 2009, pardon, il y a une petite coquille. J'ai essayé de prendre des périodes plus grandes. En 1980, en vert, vous avez ce qu'on appelle les dépenses contraintes et préengagées. Donc dedans, vous avez le logement, donc tout ce qui va toucher au logement, donc c'est le loyer ou le crédit immobilier, ça va être les charges, le chauffage, etc. Ça va être les dépenses de santé aussi, qu'on considère comme des dépenses contraintes. Alors, en France, on ne dépense pas beaucoup pour se soigner, parce qu'on a un système de solidarité qui s'appelle la sécurité sociale, mais il faut bien avoir en tête que dans d'autres pays européens, il y a des ménages dépensent beaucoup plus pour leur santé. On a la santé, on a tout ce qui est préengagé, c'est-à-dire les dépenses de communication, les téléphones portables, c'est pas de la dépense contrainte au sens... quoique maintenant on pourrait même en discuter, qui n'a pas un téléphone portable, est-ce qu'on peut se passer d'un téléphone portable, c'est difficile, mais en tout cas ce sont des dépenses qui sont préengagées, c'est-à-dire que le prélèvement va se faire tous les mois. Et puis vous avez également tout ce qui va toucher aux assurances, services financiers, etc. etc. Puis aussi, il y a un élément qui est arrivé qui s'appelle les services de télévision, on l'a rajouté maintenant, tous les abonnements aux plateformes vidéo que vous connaissez, qui ont explosé notamment avec le confinement, qui sont rentrés aussi dans le dur des ménages. On pourrait parler aussi des abonnements à des streamings de musique, etc. Il y a une multitude de dépenses nouvelles qui sont venues se greffer dans le budget des ménages. En rouge, vous avez les dépenses du quotidien, donc c'est tout ce qui va toucher à l'alimentaire, le plein de carburant, donc les dépenses de transport, le textile, l'habillement, l'équipement de la maison. Voilà, c'est tout ce qu'on va acheter dans les magasins, en gros, plus le plein de carburant. L'équipement de la personne qui a beaucoup reculé, le textile qui a beaucoup reculé en valeur de marché. Et puis en bleu, la bleu-violet, ce sont les dépenses qu'on va qualifier de plaisir. Alors, je ne sais pas si c'est très adapté, parce que dedans, oui, on met le tourisme, la culture, mais on met aussi hôtel, café, restaurant, et puis boissons alcoolisées, tabac. Ce sont des dépenses, celles-ci, vous le voyez, qui restent très stables dans la durée, en pourcentage. C'est à peu près 17,5% des dépenses. Alors elles sont ceci de magique, ces dépenses plaisir, c'est qu'en période de crise, elles sont quand même globalement assez protégées, c'est-à-dire que les gens ont envie de se changer les idées. Je discutais cet après-midi avec une journaliste qui avait remarqué que dans les restaurants qui sont étoilés, etc., la fréquentation était à un très haut niveau et qu'elle faisait le lien avec le contexte anxiogène du moment. Bah oui, quand c'est la crise, on a envie de se changer les idées, et puis quand ça va bien sur le plan économique, on en profite. Donc ça veut dire que ce poste-là, il est assez protégé dans le budget des ménages. Le poste vert, enfin les postes verts, les dépenses contraintes, elles ne cessent d'augmenter. 35% des dépenses en moyenne en 1992, on est à 40% aujourd'hui. Et au milieu, ce sont les dépenses du milieu qui sont prises en étau et qui reculent. On était à 42%, aujourd'hui on est à 37%. Et donc on voit bien que ces dépenses du quotidien, elles ont tendance à reculer en pourcentage parce qu'elles sont prises en étau entre des dépenses plaisir qui sont protégées et des dépenses contraintes et préengagées qui, elles, ne cessent d'augmenter. Si on regarde dans le détail les dépenses contraintes et préengagées, ce qui tire l'ensemble vers le haut, même s'il y a de nouvelles dépenses, c'est le poids du logement. On a une grosse spécificité en France, c'est qu'on dépense énormément d'argent pour se loger. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec la question le pouvoir d'achat au cœur de la campagne. Une des réponses, mais qui n'est pas une réponse satisfaisante, évidemment, pour l'opinion publique, mais une des réponses à long terme, se joue sur notre capacité à faire en sorte que les prix de l'immobilier n'augmentent pas. Parce que si on fait un peu de prospective et qu'on se projette en 2026, on voit que ça va continuer de croître. Pour deux raisons, au moins deux raisons. La première, c'est qu'avec le vieillissement de la population, les dépenses de santé elles ont plutôt tendance à devoir augmenter dans le temps. La grande dépendance, etc. Et puis on va dépenser de plus en plus d'argent pour se soigner. C'est l'évolution de la société, on vit plus longtemps, on se soigne mieux. Mais du
du coup, ces dépenses-là, elles n'ont pas vocation à baisser. Et puis sur le logement, c'est un vrai sujet. On ne construit pas assez de logements en France, on le sait. Les réglementations qui existent, il y a la RE, la réglementation environnementale 2020, là, qui vient de rentrer en application, qui va tirer les coûts de construction d'environ 8 à 10% quand on entend les professionnels. Et comme on est dans une logique de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on ne veut plus prendre du foncier agricole pour construire les maisons, pour préserver l'environnement, ce qui s'entend d'un point de vue intellectuel, mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a une pénurie de foncier, et forcément, ça tire les prix du foncier vers le haut. Donc, le prix du foncier vers le haut, les coûts de construction vers le haut, résultat des courses, il y a une catégorie de la population qui ne peut plus se loger, en particulier les jeunes. Voilà. Et on a le même sujet sur la voiture, dont les prix sont tellement élevés qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus les moyens de s'en payer. Et ça, c'est un sujet qui est quand même assez, je ne vais pas dire étrangement absent de la campagne, mais on n'en parle pas beaucoup, alors qu'à mon avis, c'est un sujet majeur qui, du coup, continuera à rester problématique au cours des prochaines années. Je pense que la campagne de 2027, le pouvoir d'achat, Jean-Daniel, il faudra préparer les enquêtes en vue de 2027, mais je pense que le pouvoir d'achat sera encore au cœur de l'actualité parce que on voit que c'est une problématique absolument durable. Je le note. Voilà, quand je peux rendre service, moi je n'hésite pas une seconde. Ouais, je t'en prie. Deux derniers slides très rapidement pour vous montrer à quel point cette évolution que je viens de vous mettre sur 30 ans, en fait, elle est beaucoup plus structurelle que les 30 dernières années. Regardez ce qui s'est passé depuis le début des années 60. Vous voyez que les dépenses arbitrables en vert, c'est celles dont on parlait, ils étaient en rouge tout à l'heure, c'est pour vous embrouiller un peu, je change les codes couleurs, pour voir si vous suivez en fait. Les dépenses arbitrables représentaient 60% des dépenses des ménages. Les dépenses contraintes, elles étaient à moins de 20%. Et les courbes se sont croisées, ici, d'accord? Et les dépenses loisirs, alors, elles étaient à 20% à l'époque, mais elles sont quand même globalement restées très stables. Juste ça, pour finir sur cette partie budget des ménages, pour revenir sur le ressenti négatif des ménages, c'est que quand ils évaluent leur pouvoir d'achat, comment font-ils? Ils attendent évidemment d'avoir leur revenu, leur salaire, les prestations sociales en début de mois, etc. Ils vont attendre d'avoir payé leur loyer ou leur crédit immobilier, les téléphones portables, Netflix, Spotify ou je ne sais pas quoi, et ils vont regarder le 10 du mois ce qui leur reste sur leur compte pour aller faire les courses, faire le plein de carburant et éventuellement aller au restaurant. Et au fil du temps, cette partie préengagée qui est prélevée tous les mois est devenue plus importante, ce qui fait que le 10 du mois, il y a de moins en moins d'argent disponible sur le compte pour faire face aux dépenses du quotidien. Dit autrement, les marges de manœuvre financière des ménages mensuelles se réduisent au fil du temps, et on le voit très clairement ici, c'est très spectaculaire, et encore une fois, les courbes se sont croisées, et je ne pense pas qu'elles se recroisent un jour dans l'autre sens. Dernier point, la conséquence de tout ça, c'est que le contexte anxiogène, la guerre, le Covid, les tensions sur les prix, etc., quand on est dans des périodes difficiles, le réflexe naturel, rationnel, c'est d'être prudent. Et quand on est prudent, on a plutôt tendance à avoir envie d'épargner que de dépenser à outrance. Voilà. Donc là, on avait un taux d'épargne qui s'était envolé en Europe, là c'est la moyenne européenne, la zone euro pour être précis, un taux d'épargne qui s'était envolé quasiment à 20%, c'était historique, mais parce que les ménages européens ont été confinés chez eux, c'était lié à la crise sanitaire, il a rebaissé depuis. Nous, en France, on a un taux d'épargne qui ne descend quasiment jamais en dessous des 15%. Alors bien sûr, ce taux d'épargne prend en compte l'épargne financière, mais aussi l'épargne immobilière, c'est-à-dire qu'il y a une partie dans ce taux d'épargne d'épargne qui est constituée au fil du temps quand on devient propriétaire. Il n'en reste pas moins qu'on est à des niveaux d'épargne qui sont très élevés. Et ce qu'il faudra suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois, c'est comment vont se comporter les ménages qui ont accumulé cette épargne, qui reste disponible. Je vous rappelle, il y a 170 milliards de surplus d'épargne par rapport à un rythme habituel, qui est concentré plutôt sur les hauts revenus, les classes moyennes supérieures et les classes aisées. Est-ce que ces catégories de population vont piocher dans cette épargne pour maintenir un niveau de consommation important, parce qu'elles sont aussi impactées par l'inflation, donc est-ce qu'elles vont vouloir piocher dans cette épargne ou pas? Ce sera certainement une des questions qui sera posée pour savoir si oui ou non on aura quand même une croissance soutenue en 2022. C'était les prévisions des différents instituts, que ce soit la Banque de France ou d'autres organismes. Évidemment, la crise en Ukraine change un peu la donne sur le scénario macroéconomique, mais il faudra surveiller ça. Est-ce qu'ils vont piocher dedans? Les ménages modestes ne pourront pas mettre de l'argent de côté. En plus, ça va même être plus difficile pour eux, parce que vous l'avez compris, leurs dépenses du quotidien, alimentation et mobilité, voiture, vont être impactées fortement à la hausse. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'était très clair et passionnant. Merci beaucoup. Je note donc qu'il y a bien une spécificité française. Du coup, maintenant, je me tourne vers Jean-Daniel pour
voir quelles sont les conséquences auxquelles on peut s'attendre sur la séquence électorale qui s'annonce. On voit bien que depuis quelques semaines, la campagne est dénaturée par un effet agenda de la guerre en Ukraine, avec finalement un seul enjeu audible, ou en tout cas tout ce qui tourne autour du pouvoir d'achat, et aussi on a eu un moment assez fort il y a je crois 1 ou 2 semaines sur le modèle énergétique, ses conséquences sur le pouvoir d'achat. Donc on a l'impression finalement que tous les autres enjeux en deviennent quasi dérisoires. Et donc voilà, j'exprime le sentiment de citoyen et d'observateur de la vie politique. Est-ce que tu le partages en tant que sondeur? Oui, l'enthousiasme des Français à l'égard de la situation, oui, effectivement, on la partage, et à la suite du propos très réjouissant, et en tout cas en termes de perspective de la part de Flavien, on est exactement dans cette situation-là, qui est une situation véritablement inquiète de la part des Françaises et des Français qu'on peut être amené à interroger, comme c'est le cas d'ailleurs au niveau européen. L'aspect en fait en plus de pouvoir d'achat, c'est toujours un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Enfin, on n'arrive jamais à s'en débarrasser, même lorsque, objectivement, comme tu l'avais indiqué, la situation s'améliore, ça reste toujours une préoccupation, même de la part des personnes qui ont un niveau de revenu élevé. C'est vrai, et si on cherche à faire la traduction d'un point de vue électoral, et quand on demande aux Français d'objectiver leur propre motivation de vote, ce qu'ils ont du mal à pouvoir faire, mais enfin, en tout cas qui est toujours intéressant, on peut voir que la thématique du pouvoir d'achat, on a 83% des Français qui déclarent que ça occupera une place primordiale ou importante. Et que ça touche là, à peu près au même niveau, les Français, quel que soit l'âge qu'ils ont au moment où ils répondent à notre enquête, notamment les personnes qui sont aujourd'hui en phase d'activité professionnelle, c'est-à-dire entre 25 et 49 ans, et avec cette image d'Épinal qui là aussi, encore une fois, est un peu balayée. Il n'y a pas d'un côté les catégories populaires, de l'autre les catégories supérieures. Là, quel que soit son niveau de revenu, quel que soit son niveau de catégorie, en fait, on a d'une manière générale le sentiment que ça va jouer un rôle important dans le cadre de sa motivation de vote à l'élection présidentielle. C'est intéressant dans l'absolu, je trouve que c'est d'autant plus intéressant en relatif. Et en relatif, on a même la possibilité de pouvoir voir des évolutions sur des temps qui sont des temps courts. Lorsqu'on demande aux Français, parmi une liste pléthorique que nous avons l'habitude de poser de manière régulière, au moins depuis la présidentielle de 2012, les motivations de vote, et on ne leur a pas demandé est-ce que ça aura un rôle important ou pas, mais on leur a demandé de choisir 5 points qui pourraient avoir un rôle dans leur motivation de vote. Il y a 2 aspects à identifier derrière ce tableau, en tout cas au regard de ce qui nous intéresse collectivement. Un, il y a le pouvoir d'achat et toutes les autres derrière. Un écart qui est un écart aussi manifeste, il est extrêmement rare de voir un thème qui vient phagocyter les autres. 59% et les autres étant, vous voyez, un tiers ou un peu moins, en tout cas en termes de motivation de vote. Et puis le deuxième aspect, les sondeurs ont tendance à s'esbaudir lorsqu'ils voient une progression de 2-3 points sur quelques semaines ou quelques mois. Là, il y a une progression de 5 points en quasiment une semaine. 5 points au moment où nous sommes au cœur de la tension qui existe au niveau de l'Europe de l'Est. 54% constituait déjà un point qui était élevé, 59% montre bien qu'on est dans une évolution qui est une évolution absolument notable. Alors, qui sont ces 59% de Français? Eh bien, sans surprise, enfin en tout cas j'espère, au regard de ce qu'on s'est dit depuis un peu de 40 minutes, que globalement, vous pouvez le voir, il n'y a pas les différences qui étaient les différences qu'on aurait pu présupposer en termes de catégorie sociale. Catégorie supérieure comme catégorie populaire, à peu de choses près, vont motiver, ou en tout cas vont mobiliser l'argument pouvoir d'achat comme étant un des points importants dans leur motivation de vote. On peut voir également que la dimension du genre ne joue que très peu. On avait tendance à dire en fait, que les femmes étaient plus soucieuses que les hommes d'une manière générale aux thématiques du pouvoir d'achat parce que c'était elles qui, plus que les autres, avaient en charge les dépenses du quotidien. Là, ça n'est pas le cas. En revanche, une dimension générationnelle qu'on commençait à voir poindre à travers différents aspects et qui là joue de manière très nette, vous le voyez, avec notamment un clivage qui est un clivage moins de 25 ans, plus de 25 ans, et peut-être que le recours que l'on peut avoir au véhicule et que le rapport qu'on peut avoir à l'essence n'est pas exactement les mêmes, notamment du fait des déplacements qui sont plus ou moins contraints en fonction de la tranche d'âge, joue assez fortement, et qu'on peut voir également
que, d'une manière globale, s'il y a une petite césure d'un point de vue social, elle se traduit en termes de niveau de revenu, mais quoi qu'il en soit, on a un Français sur deux qui a un niveau de revenu dans son foyer tout à fait confortable, qui joue et qui œuvre assez profondément. Ça, c'est d'un point de vue socio-démographique. Comment ça se caractérise d'un point de vue politique? Vous pouvez le voir que d'un point de vue global, dans toutes les catégories de population, en fonction de leurs intentions de vote à la prochaine élection présidentielle, nous avons systématiquement plus d'un Français sur deux qui dit oui, ça peut avoir une importance. Et ça constitue peut-être une surprise, notamment au regard de l'électorat d'Emmanuel Macron. On sait que c'est l'électorat qui, d'un point de vue général, est le plus aisé. On sait que c'est également l'électorat qui, d'une manière globale, a le sentiment que plus que les autres, il a la maîtrise de son devenir social. Il est souvent plus propriétaire, il est souvent plus en CDI, il est souvent dans une entreprise qui ne va pas forcément être une entreprise sous-traitante et donc avoir des perspectives à titre individuel qui vont lui apporter une forme de confort ou de sécurité plus importante que les autres. Et malgré tout, même au cœur de cet électorat-là, c'est un électorat qui va dire oui, globalement, ça constitue une préoccupation importante. Surprise également de la part de l'électorat de Yannick Jadot, qui a souvent été qualifié comme étant un électorat bobo, plutôt à l'aise économiquement, et qui va avoir tendance à considérer que ces choses-là sont quand même futiles par rapport à d'autres aspects. Malgré tout, même auprès du cœur de cet électorat-là, vous pouvez le voir, une préoccupation qui est aujourd'hui indiquée de la part de ces électeurs. Si on cherche à revenir un peu en arrière et essayer de regarder au moment des grandes consultations électorales, non seulement dans l'absolu, mais également en relatif, comment pouvait se structurer le rapport à la thématique du pouvoir d'achat. Déjà, envers les grands rendez-vous nationaux présidentiels qui à chaque fois ont fait que 2012, la thématique du pouvoir d'achat était évoquée par 36% des Françaises et des Français, on se rappelle, 59% dans le cas de cette fois-ci, donc on voit bien le gap qui existe. 36% en 2012, troisième préoccupation, 31% au cours de la présidentielle de 2017, troisième préoccupation, première préoccupation, pardon. Cette fois-ci, au cours de cette élection présidentielle, il y avait peut-être des premiers prémices qu'on aurait pu identifier dans le cadre des élections européennes, alors que d'une manière générale, la thématique européenne ne renvoie pas, on aurait pu penser spontanément à la question du pouvoir d'achat. Déjà à cette époque-là, première préoccupation des Françaises et des Français, et avec un niveau qui était un niveau inégalé depuis 2012 au cours des grandes consultations électorales. Comparaison n'est pas raison. Marine Le Pen était, à travers sa liste, arrivée en tête de peu aux dernières élections européennes, et la liste soutenue par Emmanuel Macron en deuxième position. C'est aujourd'hui, dans le cas des intentions de vote, les deux qui apparaissent comme étant potentiellement qualifiés, donc on voit bien des formes de cohérence qui peuvent exister. On peut le voir de cette manière-là, on peut également le voir en termes d'intensité en relatif par rapport à d'autres types de sujets. Tout à gauche, sur cette présentation, le pouvoir d'achat, dont on voit bien qu'il y a tendanciellement une évolution qui vient aujourd'hui culminer à 59% dans le cadre de cette situation électorale. En revanche, lorsqu'on parle de thématiques en matière d'immigration, lorsqu'on parle de la question de la sécurité, lorsqu'on parle de la question de la lutte contre les inégalités, à peu de choses près, en correction des variations saisonnières, à peu de choses près, on a des niveaux qui sont des niveaux relativement stables au cours de ces 10 dernières années. Petite évolution concernant la thématique écologique et environnementale, et surtout, Flavien a mis l'accent sur le fait qu'il pourrait y avoir une forme de désindexation entre une situation objective et des représentations subjectives de la part des individus. Là, pour le coup, concernant la thématique de l'emploi, vous pouvez voir la très forte baisse qui, là, pour le coup, est vraiment liée à une situation objective de baisse du niveau de chômage dans notre pays. Donc, une évolution très forte d'un point de vue positif, en tout cas statistiquement parlant, de la question du pouvoir d'achat, et de manière, et peut-être qu'il s'agit là d'une dimension de corollaire, une baisse très forte de l'attention concernant l'emploi. Merci Jean-Daniel. On arrive à la dernière séquence de notre échange sur la perception de cette thématique du pouvoir d'achat et comment chacun des candidats est perçu par les électeurs sur ce sujet. On a vu cette forte préoccupation depuis le début de la soirée. Alors peut-être pour introduire les propos de Jean-Daniel sur ce sujet, je pense qu'il est intéressant de dire deux mots sur et
peut-être de formuler une hypothèse et tu la confirmeras, c'est que finalement, depuis le début de la campagne, les deux candidats, en tout cas, qui depuis le mois de mars se positionnent comme étant les mieux placés pour être au second tour, sont ceux qui ont mis la question du pouvoir d'achat en tête de gondole dans leur programme. Alors c'est vrai d'Emmanuel Macron, et tout se passe comme si les électeurs, en tout cas une partie de ces électeurs, lui rendaient grâce d'avoir adopté la stratégie du quoi qu'il en coûte. À la fois après la crise Covid, mais finalement aussi après la guerre. On se souvient du premier meeting du candidat Emmanuel Macron, je crois, à Marseille, même s'il était en vidéo, mais il a tout de suite annoncé le triplement de la prime de pouvoir d'achat, la remise de 15 centimes par litre à la pompe, et puis très vite se sont ajoutées d'autres mesures comme le gel du prix du gaz jusqu'à la fin de l'année, ou les tarifs capés de l'électricité à 4%, et j'ajouterais même une dernière, l'indemnité inflation pour les ménages les plus modestes. Et d'ailleurs, au passage, je disais tout à l'heure qu'il y avait un effet agenda et qui éclipsait tous les autres enjeux. Hormis l'entrée en campagne de Valérie Pécresse, la question, tu me confirmeras ou m'infirmeras ce que je vais dire, mais la question de la dette a totalement disparu du débat politique, hormis l'entrée en campagne de Valérie Pécresse, et elle-même d'ailleurs n'utilise plus cet argument, en tout cas j'ai beaucoup moins entendu ces derniers temps. Concernant, alors pour poursuivre sur Emmanuel Macron, on voit bien qu'il a très vite perçu le danger qu'il pouvait y avoir à ne pas investir le champ de la garantie du pouvoir d'achat, avec le risque d'un candidat sortant qui n'en aurait pas assez fait pendant le quinquennat. En plus, avec l'image de président des riches, qui là aussi lui colle un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, pour reprendre ton expression de tout à l'heure. Voilà, il a été marqué au fer rouge au début du mandat par la suppression de l'ISF, avec concomitamment la baisse des APL. Il n'a pas su prévenir, en tout cas certains lui reprochent de ne pas avoir su prévenir la crise des gilets jaunes. Donc c'est la raison pour laquelle certainement il a vu le danger et qu'il est intervenu très rapidement sur ces sujets-là et dès son entrée en campagne. De l'autre côté, Marine Le Pen également, dont on voit la progression dans les sondages depuis le début du mois de mars, et qui semble lui promettre un accès au second tour, et je suis évidemment très prudent, surtout aux côtés de Jean Daniel. Marine Le Pen, dès son entrée en campagne également, même bien plus lointaine dans le temps, il y a un an, a fait de la défense du pouvoir d'achat le centre, la thématique centrale de sa campagne. Et d'ailleurs, très vite aussi, elle a réagi après l'invasion russe et les conséquences sur le prix du pétrole, puisqu'elle a proposé une baisse à 5% de la TVA sur l'essence. Et puis, pas plus tard que la semaine dernière, en déplacement, je crois, dans le Lyon ou dans le Loiret, elle demandait elle proposait de rendre 150 à 200 euros par mois à chaque ménage. Donc, on peut faire l'hypothèse, effectivement, que ça a monté dans les sondages est lié à ce positionnement, d'autant que sur son créneau politique, enfin son espace politique, évidemment, elle est en compétition avec Éric Zemmour, qui, lui, semble moins convaincre. On se souvient de son meeting, il avait consacré un meeting au pouvoir d'achat à Lille, il avait peu convaincu, en tout cas, enfin c'est très subjectif, mais en tout cas, il n'avait pas imprimé à ce moment. Et puis, ce qu'on peut noter aussi, et ça peut expliquer peut-être la remontée, mais là aussi tu le confirmeras peut-être, c'est que la structure de son électorat, de l'électorat de Marine Le Pen, un électorat plutôt jeune et populaire, est plus sensible à la question du pouvoir d'achat qu'à la guerre en Ukraine. Donc, voilà, on peut faire ce parallèle, mais Jean-Daniel, vous êtes allé beaucoup plus loin, vous avez testé, je crois, la perception des électeurs sur cette thématique auprès de tous les candidats, donc je te cède la parole. Merci, je vais essayer de répondre aux 15 questions insidieuses que tu as posées également en même temps. Sur la question que tu as dit juste de la dette, on peut rappeler qu'en 2012, au moment où François Hollande avait été élu président de la République, c'était la deuxième motivation de vote des électeurs, et qu'elle avait très fortement baissé, déjà en 2017, assez fortement, enfin beaucoup moins présente
dans les recommandations et qu'aujourd'hui, effectivement, on serait presque tenté de dire quelle bête, parce qu'en fait, c'est un non-sujet absolument pas porté déjà dans l'espace public par les candidats et dans le cadre d'aucune enquête qu'on a pu être amené à réaliser, il s'agit d'un sujet, même de la part des électeurs qui sont plutôt à droite et plutôt sensibles à cette thématique-là, qui ressort de manière assez fortement. Si on regarde justement le regard qui est porté à l'égard, c'est ça, des différents candidats, premier regard, dans un pays qui porte l'enthousiasme en bandoulière, aucun candidat ne génère un niveau de crédibilité majoritaire. Une fois qu'on a dressé ce tableau, teinté de rouge, vous pouvez le voir, il y a quand même un lien assez fort aujourd'hui entre ce qu'on peut voir d'un point de vue général en termes d'intention de vote et la hiérarchie des personnes qui sont identifiées comme apparaissant comme étant les plus crédibles. Alors, ce n'est pas le seul aspect structurant, mais malgré tout, on a pu voir tout à l'heure que c'était quand même une dimension extrêmement importante, cette thématique du pouvoir d'achat. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, donc c'est lire tout aussi bien que moi, donc on va pouvoir voir cette liste-là. Mais avec, quoi qu'il en soit, vous le voyez, un niveau de confiance qui apparaît comme étant peu majoritaire, et on revient justement sur cette thématique-là. Vous avez déjà fait le coup du pouvoir d'achat, ça remonte notamment à Nicolas Sarkozy sur la période 2007-2012, mais que ça vient largement dépasser le strict cadre de Nicolas Sarkozy, autour également de ce qu'indiquait Flavien tout à l'heure, à savoir cette dimension de pouvoir d'achat, c'est une dimension subjective qui est complètement décorrélée des représentations ou de la situation objective. Si on cherche à regarder d'un point de vue de genre, d'âge ou de catégorie socio-professionnelle, on a effectivement des zones d'appréhension qui apparaissent comme étant relativement claires. C'est parmi les personnes âgées de 50 ans et plus que le niveau de confiance est le plus fortement exprimé à l'égard d'Emmanuel Macron, que Marine Le Pen arrive à jouer dans cette forme de zone de confort d'un point de vue électoral tel que tu l'as souligné tout à l'heure, Julien, comme ça peut être le cas également pour Jean-Luc Mélenchon, qu'ils arrivent l'un comme l'autre à pouvoir bénéficier d'un niveau de confiance relatif plus important, en tout cas de la part des personnes qui sont issues des catégories populaires, que de la part des personnes issues des catégories âgées, que Valérie Pécresse est clairement auprès des personnes âgées, mais en même temps, vous pouvez voir que le différentiel qu'elle peut avoir par rapport à Emmanuel Macron est saisissant, 12 points de différence, ce qui est loin d'être anodin et qu'elle est quasiment au même niveau que Marine Le Pen ou que Jean-Luc Mélenchon, et que les autres candidats sont à des niveaux globalement où on revoit globalement par rapport à ce que pourrait être leur type d'électorat traditionnel. On peut le voir à travers ce type de regard, on peut le voir également à travers d'autres regards complémentaires, deux autres, et on en finira par là si vous voulez bien. Le premier point, c'est la question du niveau de revenu. Tu parlais tout à l'heure du président des riches, et là on le voit également. On ne va pas entrer dans un grand débat à partir de quel niveau se situe la richesse, mais en tout cas, au sein du cœur de notre échantillon, parmi les personnes qui sont les personnes les plus aisées, vous pouvez voir que ce sont les personnes qui disposent d'un revenu de 3 000 € ou plus dans leur foyer, qui font, pour une majorité, confiance à Emmanuel Macron. Et alors que, habituellement, la droite était considérée comme étant celle qui arrivait à recueillir les voix et la confiance de la part des catégories de population qui étaient les plus aisées économiquement, là on peut voir que concernant par exemple Valérie Pécresse, c'est en relatif vrai quand on regarde la hiérarchie des soutiens qu'elle peut avoir, mais en revanche, qui est dans l'absolu bien moins net, 52% pour Emmanuel Macron auprès des catégories de population les plus aisées de notre échantillon, contre 39% chez elle, et on voit bien que la dispute qui s'effectue au sein d'un cœur de l'électorat se retrouve également par exemple à Éric Zemmour, avec des dissonances très fortes par rapport aux électorats d'un côté de Jean-Luc Mélenchon, mais surtout de Marine Le Pen, avec un électorat qui a tendance à être beaucoup plus étal. On peut rappeler qu'au cours des dernières élections européennes, pour la première fois, Marine Le Pen a réussi à empiéter sur les territoires géographiques qu'elle n'arrivait pas à atteindre, sur des territoires également sociaux qu'elle n'arrivait pas à atteindre, un peu plus de catégories aisées par le passé, mais également sur les territoires générationnels des personnes âgées de 50 ans ou 60 ans et plus, qui jusqu'à présent étaient rétifs à accorder une forme de crédit à l'égard de Marine Le Pen. Dernier tableau, dernier regard, un regard qui vise à valider une présomption qu'on peut avoir, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une cohérence entre la personne pour laquelle j'ai l'intention de voter, en tout cas au moment où nous réalisons l'enquête en 2012, et la confiance qui peut être exprimée à l'égard des différents candidats.
un point, enfin en tout cas plusieurs points qui sont marquants. Chacun fait globalement le plein du cœur de son électorat, comme vous pouvez le voir. Dans le sens, c'est une bonne chose. Le deuxième point, c'est que quand on cherche à voir est-ce qu'on arrive à étirer un peu le niveau de confiance en dehors de sa base électorale. Et quand vous voyez par exemple que 41% des électeurs déclarés aujourd'hui Yannick Jadot, et surtout près d'un électeur sur deux de Valérie Pécresse déclare dans la situation actuelle, je fais confiance à Emmanuel Macron et je le trouve crédible pour pouvoir garantir le pouvoir d'achat des Français, montre bien qu'il y a un côté de monétisation, l'inverse de la démonétisation, qui apparaît comme étant assez importante aujourd'hui à l'égard du président de la République. Les autres jouent dans des territoires qui sont des territoires relativement connexes. Marine Le Pen forte évidemment près du cœur de son électorat, mais qu'elle arrive à récupérer pour partie du côté de l'électorat d'Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon qui a une partie de son électorat et également qui arrive à récupérer quasiment la moitié des électeurs, en tout cas un niveau de confiance de la part de l'électorat d'Yannick Jadot. Emmanuel Macron, là pour le coup, qui est quand même beaucoup plus faible à l'égard de Valérie Pécresse, donc l'inverse, vous voyez, n'est pas vrai. 48% des électeurs déclarés de Pécresse déclarent faire confiance à Macron contre un tiers des électeurs de Macron à l'égard de Valérie Pécresse. Et puis là, un revers complètement inversé de la part des électorats de Zemmour. Vous pouvez y voir que uniquement un tiers des électeurs, plus d'un tiers des électeurs de Marine Le Pen déclarent accorder sa confiance en faveur d'Éric Zemmour. Ça vient correspondre à ce qu'on peut voir de manière générale, une fluidité d'un électorat d'Éric Zemmour vers Marine Le Pen qui est bien plus important que la fluidité de l'électorat de Marine Le Pen en faveur d'Éric Zemmour. Donc une forme de schéma qui est un schéma qui ne vise pas à considérer que les phénomènes peuvent aller dans les deux sens. Donc voilà, de manière complète, en tout cas le plus complète possible, mais également rapide, les principaux enseignements qu'on peut tirer. Il est rare, encore une fois, de voir et un thème évoluer de manière aussi rapide et d'arriver à percuter quasiment tout type d'électorat de manière aussi nette. Avec, encore une fois, on peut penser, quelle que soit la situation qui va évoluer au cours des 2 semaines et demie à venir, qui ne devrait pas changer, à mon avis, fondamentalement les choses. Et je serais surpris que la thématique du pouvoir d'achat, qu'on pressentait, Flavien l'indiquait, qui est venue s'accélérer, ne s'articule pas uniquement autour de la crise ukrainienne, ne s'articule pas uniquement autour du fait de savoir est-ce qu'on va payer 2 €, 1,90 € ou 2,10 € l'essence, et que ça renvoie justement à toute cette dimension qui est une dimension de dépenses contraintes, qui traverse de manière extrêmement forte une énorme partie des populations qu'on peut être amené à interroger, et qui nous disent on n'arrive pas à avoir ce petit surplus pour pouvoir améliorer notre qualité de vie, et que dans ce contexte-là, ça grève fortement les perspectives d'avenir, et ça rend notre pays un peu plus inquiet et un peu plus pessimiste que ce qu'il pouvait être il y a encore quelques semaines. Merci beaucoup Jean-Daniel. C'est le moment des questions dans la salle, si vous en avez. Merci beaucoup, c'était très très intéressant et je suis toujours épaté par la capacité des sondeurs à faire des calculs sur 100 sur l'électorat d'un Jean Lassalle. Voilà, j'imagine pas la taille de l'échantillon, doit être énorme. Alors, j'ai pas été clair. C'est pas on n'a pas pu isoler l'électorat de Jean Lassalle. C'est la confiance à l'égard de Jean Lassalle. Donc, mais dans quelques semaines, peut-être que nous pourrons. J'attends de voir ça, je suis très curieux. Tout à la fin, au tout début, vous disiez que 62% des gens étaient prêts à faire un effort sur leur pouvoir d'achat en relation avec les événements en Ukraine, enfin la guerre en Ukraine. La question c'est, est-ce que vous avez une idée, notamment en particulier Jean-Daniel, est-ce que vous avez une idée de comment ça peut tenir dans le temps? Et est-ce que, même au-delà de faire des efforts, est-ce qu'il y a la notion de sacrifice sur justement ce pouvoir d'achat et le fait qu'on risque de rentrer dans un conflit qui va être long, qui va avoir des conséquences énormes sur le prix d'alimentation, sur le prix de plein de denrées, etc. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que tu penses que les gens sont prêts à faire des sacrifices et combien de temps ça peut tenir? Je ne te remercie pas de m'avoir posé cette question. On a cherché à regarder, en période de crise par le passé, comment tout ceci pouvait être amené à se constituer et à se structurer. L'hypothèse que l'on fait, c'est que la question fondamentale ne sera pas la question du pouvoir d'achat, mais sera la question de la justesse de notre position dans le conflit entre la Russie
et l'Ukraine. Et que ce qui tient jusqu'à présent, c'est un sentiment qui est un sentiment d'injustice profond de ce qui se passe à l'égard de l'Ukraine, et donc un soutien fort à l'égard de la politique ou de la manière dont la France et l'Union européenne peuvent réagir à l'égard de l'Ukraine en se disant que ceci est plus important que le reste. Certes, il y a des conséquences, mais au moins, il est important de lutter contre la Russie et d'exprimer des messages qui sont des messages extrêmement forts à l'égard de la Russie. Si on se retrouve dans un moment où il pourrait y avoir moins d'émotions, où le sujet de l'Ukraine devrait être moins présent dans les journaux télévisés et dans les conversations des Français, et qu'il y aurait d'autres thématiques qui commenceraient à prendre le pas, ou d'autres sujets de préoccupation, ou d'autres sujets qui marqueraient l'actualité de la part de nos compatriotes, là pour le coup, à mon avis, la situation sera plus tendue concernant les conséquences concrètes. Là, il y a un lien intime. On voit ce qui se passe, on comprend ce qui se passe, il n'y a pas de période qui est une période extrêmement critique à l'égard de la puissance publique, et dans ce contexte-là, on est prêt à considérer que, non pas le jeu en fond de la chandelle, mais on comprend les raisons pour lesquelles il y a ces conséquences. Si à un moment on ne comprend plus les raisons de ces conséquences, on a une situation qui peut être amenée à changer fondamentalement. On ne peut faire aucune comparaison, mais la période 2008, à ce niveau-là, je crois, est plutôt intéressante. Il y a la chute de Lehman Brothers. Au tout début de la chute de Lehman Brothers, il y a eu une vraie broncade d'opinion à l'égard de Nicolas Sarkozy, en tout cas en France, en disant comment se fait-il qu'il n'ait pas su prévoir ce qui se passait. Et aussi bien qu'on l'a eu au cours de la période récente des Français qui ont été des spécialistes de la Covid, de l'épidémiologie, voire des conflits internationaux, en 2008, même si les chaînes d'information étaient moins importantes, il y a eu des vrais spécialistes des flux financiers internationaux. Et on avait 60 millions de Français qui disaient c'est évident. Ce qui s'est passé, c'était évident, c'était écrit. Comment se fait-il que Nicolas Sarkozy n'ait pas compris cette situation-là? Et à partir du moment où, justement, il y a eu le sentiment que la puissance publique était présente, à partir du moment où il y a eu la forme de désignation d'ennemis extérieurs, ça a été les paradis fiscaux notamment qui ont été montés en épingle. On peut rappeler que c'est allé jusqu'à Nicolas Sarkozy qui avait indiqué en février 2009 que si jamais il y avait un problème, qu'il quitterait les négociations du G20, je crois à l'époque. Il y avait la désignation d'un ennemi extérieur, donc on voyait les conséquences que cela pouvait avoir, et donc il y avait une forme d'acceptabilité. Acceptabilité, certes en matière de pouvoir d'achat, mais acceptabilité même en termes de conséquences sociales. Au cours du premier semestre 2009, on a entre 50 et 70 000 chômeurs de plus par mois. La conséquence qu'on a pu avoir d'un point de vue électoral, c'est une des raisons, en tout cas une des traductions qu'on peut avoir, c'est la liste UMP qui arrive à près de 30% aux élections européennes en juin 2009. Donc il y a eu une décorrélation complète entre une situation concernant le pouvoir d'achat d'un côté, concernant les conséquences économiques et sociales pour les individus, et la manière dont ça avait pu se traduire électoralement, en tout cas en 2009, et en matière de comportement d'achat de la part des Françaises et des Français. Et puis également, à partir du moment où on a un pouvoir politique fort, et là Flavien va pouvoir éventuellement amender ce que je dis, l'incidence en matière de consommation a été beaucoup plus faible en France que dans d'autres pays. C'est un peu comme si, je prenais avant cet exemple, il n'est peut-être pas forcément tout à fait opportun à l'heure actuelle, mais c'est un peu comme si, comme en 86, on a eu l'impression que le nuage de Tchernobyl n'avait pas tout à fait atteint la France. Le nuage, en fait, de ce que pouvaient être les conséquences économiques n'avait pas touché la France, et la France a maintenu son niveau de consommation au moins jusqu'en janvier 2008, et a été un des pays d'Europe qui a le plus retardé sa réduction de la consommation, notamment parce que le pouvoir politique avait été à la manœuvre et avait dit nous maintenons, nous maîtrisons les choses et vous pouvez avoir confiance en nous à travers notamment le discours de tout le monde de Nicolas Sarkozy. Donc c'est souvent comme en France, plusieurs éléments qui peuvent jouer, et plus peut-être en France que dans d'autres pays, le regard à l'égard du politique qui peut avoir une incidence sur le degré d'acceptabilité des conséquences immédiates pour les individus. Je partage complètement, juste pour compléter par rapport à ce chiffre, qui objectivement est très frappant. C'est-à-dire qu'on a quasiment les 2 tiers des Français, 62%, qui disent « je suis prêt à faire un effort, donc un sacrifice sur mon pouvoir d'achat, compte tenu de la crise actuelle en Ukraine ». On peut dire, mais au fond, est-ce que c'est vrai ou pas, ou est-ce que c'est juste une déclaration de bonne intention? Non, c'est la réalité, ils le font déjà. Souvenez-vous, novembre 2018, première manifestation des Gilets jaunes, le prix du baril de pétrole est à 85 $. Là, je regardais ce soir, on est à 120. Les prix à la pompe, alors on annonce des baisses, etc. Mais tous les jours, en faisant les pleins de carburant, et la France n'est pas bloquée. Alors il y
il y a des revendications, des manifestations de certaines professions qui souffrent beaucoup, mais on n'est pas dans une situation de blocage telle qu'on a pu la connaître. Très sincèrement, je n'aurais jamais cru qu'on puisse avoir dans notre pays des prix à la pompe au-delà des 2 € sans que ce soit le blocage général, parce que ça impacte trop de monde, parce que ça impacte le budget de beaucoup de ménages. Et aujourd'hui, ils le font cet effort, parce qu'effectivement, au regard de ce qui se passe, cet effet de sidération, de profonde injustice, une espèce de solidarité qui se fait instinctivement avec ce que vivent les Ukrainiens, tout cela, au bout du bout, fait que, oui, ils font cet effort déjà aujourd'hui, et ça fait baisser objectivement leur pouvoir d'achat. D'autres questions? Même Benny, moi si vous n'avez pas de questions, je vais avoir une question insidieuse, mais je laisse la salle immédiatement. Bonjour, merci beaucoup. C'était très intéressant de voir la différence entre les dépenses effectivement contraintes, les dépenses de loisirs et celles entre deux. Est-ce que vous avez plus d'informations sur le sujet des dépenses d'alimentation? Et est-ce qu'il y a un impact de ce qu'on commence à entendre, enfin de tout ce qui est crise alimentaire et fait de la guerre en Ukraine sur ce sujet? Alors, sur les conséquences de la crise en Ukraine sur les denrées alimentaires, il y a des pays qui sont évidemment beaucoup plus exposés que le nôtre, parce que certains pays dépendent à quasiment 100%, notamment sur les céréales, de l'Ukraine et de la Russie, mais l'impact est à venir, l'impact le plus fort est à venir, la récolte de l'année prochaine. Que font les ménages français dans cette situation de hausse des prix et donc de tension forte sur le pouvoir d'achat? Les dépenses alimentaires font partie des dépenses sur lesquelles ils acceptent l'idée de faire des arbitrages. Il y a des dépenses sur lesquelles ils ne feront pas d'arbitrage. Ils ne rendront pas leur téléphone portable. Les abonnements à des flux, des streamings, etc., globalement seront assez maintenus. Par contre, sur les dépenses alimentaires, oui, il peut y avoir des arbitrages, moins de viande, sur les produits, sur les circuits de distribution aussi. Certains circuits de distribution qui seront plus fréquentés que d'autres, et aussi la recherche de la promotion, la recherche du meilleur prix, du prix le plus bas. On va rentrer dans une logique qu'on avait un peu oubliée d'ailleurs, hein, même si elles ont toujours existé dans la grande distribution, mais là ça va revenir certainement avec beaucoup plus de force. Ce qui est frappant, on n'arrête pas de montrer là, mais parce qu'on ne peut pas tout montrer non plus, c'est que dans cette capacité d'adaptation des Français, bien sûr, ils réfléchissent à comment baisser leurs dépenses, bien sûr l'énergie, le carburant, etc., mais ils ont aussi en tête d'aller chercher des revenus complémentaires. Une des réponses, c'est d'aller chercher de l'argent en plus. Et chercher de l'argent en plus, c'est en partie vendre des biens dont on n'a plus l'usage. C'est-à-dire que le marché de l'occasion, avec des plateformes que tout le monde connaît, vendre des meubles qu'on n'utilise plus, des livres qu'on ne lit plus, qu'on ne lira plus, ça c'est une solution qui est évoquée, c'est la 4e solution évoquée par les Français pour faire face à cette crise du pouvoir d'achat, c'est revendre des objets. Donc chercher de l'argent en plus. Et dans notre dernière étude sur l'économie circulaire, on avait montré qu'effectivement c'était plus du tout un phénomène marginal. C'était massif et ça concernait toutes les catégories sociales. Et au niveau européen, oui, absolument. Tout ce qui est phénomène de promotion qui sont organisés dans les grandes surfaces fonctionne remarquablement bien. Et on a pu l'identifier, on voit bien que tout ce qui va être les prix bas, les promotions à la semaine, génère en fait un comportement de la part des individus qui fait que ça draine du monde et ça peut même être une dimension d'attractivité à l'égard d'un certain nombre d'enseignes. On a même pu voir, si je ne me trompe pas, Casino qui a mis en place une forme de chèque carburant, c'est-à-dire en fait, je crois qu'ils bloquent le prix du litre à 1 €, le reste étant payé en termes de bons d'achat, et qui vont très vite transformer justement les consommateurs, leurs achats dans les casinos, et en ajoutant éventuellement un petit peu plus, mais en tout cas que ça génère une attractivité extrêmement forte, et il y a de très nombreux consommateurs là pour le coup qui sont extrêmement avertis de ce que peut être les différentes annonces, les différentes publicités et les différentes promotions qui peuvent être effectuées par toutes les enseignes. Une dernière question dans la salle peut-être? Vous avez beaucoup parlé de l'adaptation des Français à cette situation-là, de ce que faisaient aussi les enseignes pour répondre à cette problématique du pouvoir d'achat.
J'avais une question sur l'attente des Français vis-à-vis des pouvoirs publics. On parle beaucoup de retour à la souveraineté pour juguler notamment les problématiques d'approvisionnement ou d'inflation des prix d'énergie. On parle bien sûr de l'augmentation des mesures visant la protection sociale. On reparle du travailler plus pour gagner plus, qui était quand même le slogan de Nicolas Sarkozy et qui est repris aujourd'hui dans le programme d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez pu tester un peu les attentes des Français vis-à-vis de cette problématique du pouvoir d'achat à l'encontre des pouvoirs publics? En général, tout ce qui renvoie à dire le beurre et l'argent du beurre, on est plutôt pour. Et d'autant plus dans un contexte où la planche à billets fonctionne de manière magique, entre guillemets, et où il n'y a pas forcément la petite sonnette d'alarme qui viendra dire aujourd'hui, on ne peut pas forcément dépenser plus que ce qu'on a, ou on met en danger l'avenir de nos enfants si jamais on devait créer une dette qui serait colossale. La dette, c'est une dette écologique aujourd'hui qui préoccupe là, pour le coup, clairement nos compatriotes. Mais la question en fait aujourd'hui de dire on a la possibilité de pouvoir agir aux deux niveaux, qui sont d'un côté l'augmentation des salaires, pas toujours en travaillant plus. Et on voit bien que les différentes propositions qui sont des propositions d'augmentation du SMIC ou d'augmentation du pouvoir d'achat par la réduction des cotisations sociales, aujourd'hui sont accueillies extrêmement favorablement de la part de nos compatriotes, et même Valérie Pécresse, dans une partie de son programme, aujourd'hui ne parle même pas uniquement de la question de l'augmentation du travail, enfin, en tout cas ne parle même pas de la fin des 35 heures comme étant une dimension centrale, elle parle déjà de la réduction des cotisations pour pouvoir faire en sorte que notamment pour, je crois, les personnes qui ont un niveau de revenu environ 2400 € puissent immédiatement, par mois, puissent immédiatement bénéficier d'une augmentation annuelle de 3%. Donc tous ces éléments-là jouent assez fortement. Et quand on parle en parallèle de ce que peut être soit l'activation de prix, de blocage des prix, soit éventuellement de réduction de la TVA sur les produits de première nécessité, on atteint des niveaux d'acceptation de la part des Français qui est extrêmement élevé. Ce qui nous surprend en tant que sondeurs, c'est qu'ils ne sont pas si clivés politiquement que ça. On n'a pas d'un côté des électeurs de gauche qui vont dire oui au blocage des prix et des électeurs de droite qui vont dire oui à l'augmentation des salaires ou oui à l'augmentation du temps de travail. C'est plus complexe que cela, et que notamment en fait cette période du quoi qu'il en coûte marque aujourd'hui à brouiller une bonne partie des repères idéologiques qu'on pouvait voir par le passé. Nous, on s'attendait, en tout cas, on se disait que peut-être que la campagne électorale allait prendre part avec cette dimension de la musique de la dette qui serait notamment mise en avant de la part des candidats qui seraient des candidats du centre ou de la droite sur l'échiquier politique, voire éventuellement du centre-gauche. On voit que non seulement ça n'est pas du tout le cas, mais même quand on regarde l'attente ou les préoccupations de la part de nos compatriotes lorsqu'ils s'expriment spontanément autour de cette campagne électorale, ce sujet-là est quasiment un non-sujet. Enfin, en tout cas, c'est un absent ou un impensé de la campagne électorale, ce qui fait que tout ce qui permet d'une manière ou d'une autre de pouvoir redonner la question du pouvoir d'achat joue assez fortement et est exprimé à travers augmentation des salaires et augmentation également de l'intervention de la part de l'État, qui va être, comme souvent en France, interpellé plus que les différents acteurs qui vont avoir une action directe sur le pouvoir d'achat ou les prix et qui sont proposés des denrées ou des services. Juste, pardon, c'est plus fort que moi, parce que non, mais il y a un côté qui est tout à fait impressionnant quand même, quand on prend un peu de recul, mais tu l'as dit, Jean-Daniel. En 2012, le sujet de la dette était le deuxième sujet de préoccupation après l'emploi. Mais 2012, souvenez-vous, on sortait de la crise financière qui a commencé en 2008, la faillite de Lehman, mais qui, après la crise financière, s'est transformée en crise économique qui s'est transformée en crise des dettes souveraines. La Grèce a fait défaut sur le paiement de sa dette. Et tous les jours, on voyait des reportages à la télé, on voyait la Grèce qui ne pouvait plus emprunter, etc., des taux d'intérêt énormes. Ça a disparu du paysage parce que les taux sont devenus très bas. Le quoi qu'il en coûte fait que le discours qui consisterait à dire aujourd'hui à l'opinion publique, effectivement, attention, on a 115% de dette, un déficit. Pendant des années, vous avez toute une génération d'élus, d'économistes qui ont expliqué qu'au-delà des 3% de déficit, c'était pas soutenable dans la durée, que dépasser les 60%, c'était les accords de Maastricht, c'était pas possible de rester durablement au-delà des 60% de dette. On est à 115, on est à des déficits qui atteignent des niveaux records et il ne se passe rien. Donc du coup, si vous voulez, le discours de dire on ne peut pas baisser la TVA sur les produits, on ne peut pas bloquer les prix, etc.,
Ça passe pas dans l'opinion. Le seul sujet, c'est que, en fait, au bout du bout, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas exclure l'hypothèse que les taux remontent. Alors là, par contre, oui, si les taux remontent durablement, on était plutôt effectivement en période de légère, très légère remontée des taux d'emprunt d'État. Je crois que le RT 10 ans en France, il est à 1%, il est repassé en territoire positif. Ça redeviendra peut-être un sujet, un jour. C'est difficile de répondre à cette question, de savoir quand, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très impressionnant, en fait. Parce que c'était des sujets qui étaient au cœur des préoccupations des gens. Et aujourd'hui, du coup, ça n'intéresse plus personne. Combien de temps, on verra. Alors, j'ai peut-être juste une dernière question en guise de conclusion, et Jean-Daniel, tu me diras si elle est insidieuse ou pas à la fin, mais je reviens à la lettre de du titre qu'on a donné à notre soirée, le pouvoir d'achat, premier déterminant du vote des Français, point d'interrogation. En préparant la soirée, je me suis remémoré mes cours de sociologie électorale, et je me souviens de professeurs qui me disaient une élection ne se gagne pas sur des enjeux matérialistes, mais plutôt sur un système de valeurs et de croyances. Et je rappelle juste un chiffre, hein, tu vas connaître, en 2017, 55%, je ne veux pas dire de bêtises, des catholiques pratiquants ont voté Fillon. Donc on voit le poids du système de croyances et de valeurs. Est-ce que mes cours sont obsolètes? C'est vrai qu'une majorité de catholiques pratiquants avaient voté pour François Fillon, effectivement, à la dernière élection présidentielle. Deux, c'est vrai que le système de valeurs correspond à des dimensions qui sont des dimensions profondément structurantes dans les représentations des individus. Trois, souvent les sondeurs ne répondent pas aux questions, surtout pas à la question qu'ils ont posée. Là, on va le faire et on va dire oui, de manière nette. Oui, le pouvoir d'achat, c'est le premier déterminant de vote des Français, mais effectivement, ce système de valeurs est toujours présent. Et parmi le système de valeurs, c'est l'image qu'on peut avoir de la France au niveau international. Nous sommes un pays qui a des actes de naissance divers, dont l'acte de naissance qui remonte à 1789. En 1789, dans l'imaginaire collectif, c'est la République qui est née et qui a inspiré des révolutions par-delà de nos propres frontières. C'est également un pays qui, en pleine révolution, s'est arrêté et a dit tiens, on va écrire une déclaration, mais pas une déclaration des droits de l'homme, on va écrire une déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui était un tout petit peu prétentieux, mais en tout cas qui a vraiment eu un effet. Et ça vient traverser collectivement dans notre pays. Et ce que représente aujourd'hui Emmanuel Macron, d'un point de vue d'opinion, c'est renforcé par la présidence française de l'Union européenne, c'est renforcé par la crise ukrainienne aujourd'hui, c'est renforcé par le fait qu'il n'a pas du tout été critiqué dans son incapacité à pouvoir empêcher la guerre, mais plutôt parce qu'il a été reconnu comme étant un interlocuteur crédible, et c'est aujourd'hui un des points d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, à travers la déclaration du président ukrainien, que la France avait un rôle particulier à jouer dans le reste de la crise, et que dans ce contexte-là, il y a un système de valeurs qui malgré tout est porté par Emmanuel Macron, qui parle de la France et qui ne parle pas uniquement des problèmes des quotidiens qui sont ressentis de la part de nos compatriotes. Donc ces dimensions de valeurs, elles sont encore très profondément présentes dans la représentation et dans la motivation de vote de la part des électeurs. Si jamais on était face à un président de la République qui était démonétisé, si on était face à un président de la République qui donnait le sentiment qu'il n'avait pas réussi à porter la France au niveau international depuis 2017, si jamais on avait le sentiment en fait qu'il n'était pas capable d'être président, là pour le coup que la situation serait radicalement différente. Il y a l'articulation de différentes dimensions, et si on apporte aujourd'hui une crédibilité à Emmanuel Macron en première priorité, mais pas dans l'absolu, en tout cas en relatif, sur la question de la capacité à pouvoir être crédible sur la question du pouvoir d'achat, c'est aussi parce qu'il y a d'autres dimensions complémentaires. Il y a souvent des reproches qu'on fait aux anciens présidents républicains qui ne touchent pas Emmanuel Macron, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Le premier aspect, c'est qu'il n'y a pas le sentiment qu'il a trahi ses engagements de campagne de 2017. Et aujourd'hui, quand vous interrogez les électeurs globalement, même si on est d'accord avec lui, on dit globalement ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous avait annoncé dans le cadre de la campagne électorale de 2017. Et le deuxième aspect, c'est qu'il fait président. Et qu'il incarne la fonction présidentielle, ce qui était pour partie critiqué à l'égard de Nicolas Sarkozy, ce qui était très profondément critiqué à l'égard de François Hollande, et que là-dessus, cette image de la France, cette capacité à pouvoir porter la France au niveau international, constitue un des aspects qui lui est aujourd'hui assez fortement reconnu.
Merci, je note que je ne mets pas encore à la poubelle les cours de sociologie électorale. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention, et puis on vous donne rendez-vous donc pour le troisième rendez-vous, qui est le 8 avril, qui sera à l'agence Place d'Étienne d'Orve, qui sera le point d'orgue de notre série, et on fera le bilan de la campagne. Donc voilà, on vous attend très nombreux pour ce dernier événement avant le premier tour. Merci à vous.